Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Yoann Pello et Romain Augerly, les cofondateurs du fast-food durable Alles Gut Gemüse Kebab et de la plateforme Goodwill Hero. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Instant Cactus. Est-ce que, pour commencer, question simple, vous pouvez vous présenter, nous raconter un petit peu vos parcours et puis aussi nous dire comment vous êtes connus? Alors, on s'est connus à l'école avec Yoann et on a suivi le même parcours scolaire en fait. On a fait l'université ensemble après. Et c'est de là qu'on a échangé un peu sur nos visions de la vie, nos valeurs et ce qu'on voulait faire plus tard. Après quoi, moi j'ai quand même fait... Après l'université, on a fait justement la haute école de gestion, donc un bachelor en gestion d'entreprise. Et moi j'ai travaillé en finance pendant 2 ans, un domaine où j'étais peu épanoui, tout ce qui était bureau, tout ça. Donc ça m'a vite amené à l'entrepreneuriat. Et c'est de là aussi plein de discussions avec Yoann et cette grande décision de tout quitter pour créer sa société. Super cool. Donc, voilà. Et de mon côté, Yoann, du coup, 28 ans, comme Romain. Enfin non, toi, tu as 29 maintenant. Oui. Le même parcours que Romain. On s'est rencontrés à l'école de com. Ensuite, on a voyagé pendant 1 année. On a découvert plein de trucs. Et finalement, on a décidé de se relancer dans les études et du coup de faire un bachelor en gestion d'entreprise à la HEG. Et l'idée de nos projets et enfin de nos conversations par rapport à l'entrepreneuriat, je pense que ça remonte déjà à l'école de com. Ensuite, à la HEG, dès que j'ai fini, j'ai directement commencé dans le monde du travail, donc dans la finance et après dans le trading de matières premières. Et après, voilà, on a tout quitté pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui manquait du coup dans votre job ? Enfin, c'était quoi les discussions ? Qu'est-ce qui allait pas ? Qu'est-ce qui a fait aussi que... On avait beaucoup d'idées déjà. Ouais. Et je pense que c'est l'envie de créer, de toujours créer. Et on parlait, je pense qu'on a eu des dizaines, des trentaines d'idées. On a même lancé des projets avec Romain dans l'événementiel quand on était tout jeune. Donc ça fusait vraiment. Et je pense que c'est aussi l'épanouissement et le fait de faire des projets pour soi et non pas pour quelqu'un d'autre. Et des projets qui ont un réel sens et impact, en fait. J'allais dire justement cette quête de sens. Moi à côté, je travaillais aussi. Enfin, je travaillais. On a créé des associations justement actives dans la culture, ce qui m'animait beaucoup et ce où je trouvais mon sens en fait. Mais c'était compliqué en fait de vivre de ça. Ouais. Donc j'ai eu un peu ce challenge-là, donc tout quitter pour trouver un sens et pouvoir vivre de ça. C'était un peu l'objectif. Et je pose toujours la question, parce qu'Instant Cactus, c'est le moment qui pique, donc c'est le moment un peu de déclic dans vos vies. À quel moment vous avez dit « Ok, ça suffit » ? Alors c'était quand je travaillais justement à Zug, dans le trading. Je travaillais énormément, donc jusqu'à 2h du matin, des fois les week-ends. C'était très variable. Et j'étais à Zug tout seul, donc j'avais pas ma famille, pas mes amis. Un travail qui était quand même intéressant, où j'apprenais beaucoup, je voyageais un peu. Mais c'est à partir de là où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de travailler pour mes projets et j'ai envie de m'épanouir dans ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé de démissionner pour ensuite lancer le projet. Et toi, c'était ma maman, du coup ? Oui, presque un peu différent quand même, parce que je vais dire que c'est au moment où mon job d'avant est devenu trop routinier et que j'étais plus du tout épanoui. Et j'étais comptable avant, donc ça n'a pas mis énormément de temps avant que ça devienne très routinier. Et j'ai rien contre les comptables, c'est super, mais je trouve pas ça épanouissant personnellement. Et donc, après 9 mois de 100% en tant que comptable, et ben là, je me suis dit, ça faisait aucun doute. Ça suffit. Ouais, voilà. Ok. Donc ça piquait un peu.
Je veux bien que vous m'expliquiez un petit peu, en fait, mieux que ce que je l'ai fait, ce que c'est que Gemüse Kebab, et puis comment sont peut-être passés les débuts, les galères que vous avez eues, les bons moments, les origines. Les origines, j'ai eu de la chance de faire un Erasmus justement quand j'étais à la chirurgie avec Johan à Berlin. Donc j'ai vécu là-bas pendant 6 mois. Et c'est un peu de là que c'est parti. Donc j'allais manger 3 à 4 fois par semaine à Mustafa Gemüse Kebab à Berlin, qui a été créé en 2006. Et c'était une telle attraction touristique, il y avait tellement de monde et c'était tellement bon que à mon retour à Genève. Et Johan est venu souvent me voir en fait, et on a souvent mangé là-bas ensemble parce qu'on est des fans de street food. Et à notre retour justement à Genève, on s'est dit pourquoi pas en fait, pourquoi on n'a pas ça à Genève. Et on a commencé à avoir l'idée qui a pris du temps avant de se concrétiser, 3 à 4 ans. Ouais, le temps, en fait, l'idée, je pense, a démarré il y a 6 ans, mais après, elle a mûri. On a aussi grandi, on a fait nos expériences, et c'est ce qui fait, en fait, qu'on a pu lancer, je pense, au bon moment, et créer ce qu'on a créé. Qui est ? Je veux bien que tu me détailles un petit peu concrètement. Quel suspense. Quel suspense. C'est un kebab, donc Gemüse Kebab, qui vient du coup de Berlin, comme Romain l'a dit. Nous, on s'est beaucoup inspiré de Mustafa Gemüse Kebab, qui est selon nous le meilleur. La référence. Donc la recette est différente. Il y a des légumes dedans, donc des légumes cuits qui sont carottes, patates, courgettes et poivrons. Il y a aussi des crudités. Il y a possibilité d'avoir avec de la viande ou végétarien. Ça, c'est aussi une grande différence. Et c'est vraiment, ils sont vraiment égaux. Donc, nous, on avait mangé souvent le végétarien qui est super bon. Et du coup, c'est ça, on s'est inspiré de cette recette. Mais ensuite, on l'a adapté à nos valeurs et aussi au marché genevois. Donc, on suit aussi un axe de développement durable. Donc, les trois axes qui sont écologiques, social et économiques. Donc, c'est un peu ça le projet. Et comment, alors, chacun de ces axes, je veux bien que l'un ou l'autre vous me détaillez, comment ça se concrétise de manière tangible ? Comment vous êtes passé à l'action sur ces axes-là ? Alors, on a défini justement des points d'action. Quelle action on aimerait entreprendre pour avoir un impact moins négatif, voire positif sur certains sujets. Et par exemple, pour l'environnement, on a banni le plastique à usage unique. On fait toutes nos livraisons à vélo. On a acheté un vélo cargo. On a mis en place un système de consigne. Donc, on a acheté des verres consignés et des bouteilles aussi que les personnes peuvent prendre chez eux et nous ramener, qu'on lave nous-mêmes. Et on pousse aussi nos clients à ramener leurs propres gourdes, leurs propres verres. Sinon, on travaille un maximum avec des produits locaux. À la base, il y a 15 à 20% de la recette originale de Berlin qui n'est pas locale. Donc, il y a de la feta, du citron. On a des tomates, on a des concombres qu'en hiver, on ne retrouve pas ici. Des poivrons et des courgettes. Donc ça, on ne les met pas en fait dans le sandwich. Ça, c'est la grosse différence. À Berlin, on va y aller l'hiver. On aura le Gemüse Kebab avec tous les ingrédients. Nous, il varie vraiment en fonction des saisons. Donc là, on enlève les tomates, concombres dans une semaine parce qu'on en a encore à Genève. Et on trouve un peu des alternatives parce que sinon, il va rester un sandwich avec des patates et des carottes. Donc, il faut rester... le plaisir gustatif, c'est super important pour nous. Donc voilà, on fait aussi un sandwich 100% local de saison. Donc là, qu'on change tous les 2 à 3 mois. Et environnemental, il y a des produits de nettoyage biodégradables aussi. Il y a le social, sinon, si tu veux parler du social. Ouais, alors le social, on veut être en fait on veut permettre à des personnes qui ont obtenu l'asile en Suisse de faire leur première expérience chez nous. Okay. Une expérience certifiante de 6 à 8 mois pour qu'ensuite, ça leur sert d'effet de levier pour qu'ils ensuite ils trouvent plus facilement un emploi à Genève. Donc, on est en collaboration avec Yejoie, qui, eux, en fait, nous aident dans les démarches administratives et ensuite font la transition aussi pour le prochain défi des personnes qu'on engagerait. Donc là, on vient de lancer ça en septembre et c'est quelque chose qu'on veut accentuer dans le futur. Après, on a des petites actions aussi. On a les kebabs suspendus, par exemple. Une très bonne idée de Romain. En gros, le client peut en fait acheter un kebab en plus. Nous, on lui offre un rabais. Et ce kebab-là, on le met à disposition pour des personnes qui sont dans le besoin. Donc là, on en a offert, il me semble, 390 maintenant. Ah oui, quand même. Donc quasiment plus d'un kebab par jour offert à une personne dans le besoin. Du coup, peut-être pour enchaîner sur ce que tu disais, par rapport à ces critères de durabilité, est-ce que c'est
un aspect qui était présent dans vos réflexions dès le départ ou c'est venu un petit peu au fil des discussions et de vos évolutions? Je pense que au départ, c'était vraiment l'idée entrepreneuriale d'importer le concept et de un peu le revisiter, mais je pense que c'est venu un peu plus tard. Quand je disais que l'idée a mûri, je pensais justement à ça. En fait, c'est des valeurs aussi qu'on a fait mûrir dans nos vies, à travers nos expériences, etc. Et je pense qu'à la base, on n'avait pas pensé d'inclure le développement durable, mais c'est venu par la suite. Exactement. Et est-ce que d'après vous, faire du business, entre guillemets, être rentable et donc être durable, c'est possible ou bien c'est vraiment compliqué, entre guillemets, vous êtes mis des bâtons dans les roues vous-même avec des contraintes supplémentaires en se disant on va être durable? C'est une bonne question. On pense que c'est possible déjà. On y croit dur comme fer. C'est un grand défi. Et nous, on veut... Par exemple, ce qui est compliqué dans notre cas de figure, c'est qu'on veut garder des prix accessibles. Et donc, on fait tout maison aussi. Dans l'aspect durable, on paye aussi 5% en plus que la convention collective de travail. Donc, tout ça a un coût. Et en fait, du coup, on ne respecte pas les ratios des bonnes pratiques dans la branche de restauration rapide. On s'en sort parce que c'est assez populaire et puis parce que les gens soutiennent et on fait du volume. Mais c'est un gros challenge, c'est quand même un nouveau modèle, j'ai l'impression. Et on est en train de trouver justement les solutions pour que ce soit vraiment viable. Mais en tout cas, nous, on a ouvert il y a 1 an notre restaurant. Ça fait 2 ans qu'on est à fond, on fait des événements. Et on tombe quand même dans une période, même avec le Covid, enfin, ça se prête à l'emporter. Et il y a la prise de conscience encore plus grande, j'ai l'impression, sur toutes les causes sociales et environnementales. Qui nous... Oui, ça vous porte, quoi. Qui nous porte. C'est plutôt attractif, ouais, quoi. exactement. Okay, ouais. Donc, c'est vraiment plus un atout. Et nous, on le voit comme ça. Et puis, on remarque ça avec nos partenariats, en fait, qui sont complètement différents que si on ne partageait pas ces valeurs avec nos partenaires. Ils sont prêts à faire l'extra miles pour nous aider, pour collaborer avec nous. On n'est pas juste dans une dynamique... tu me payes, je te donne un service et voilà. Et dès que je dépasse mon temps, je te donne plus rien parce que tu payes plus. Et ça change toute la donne. Et ça, c'est hyper gratifiant humainement aussi. Nous, on apprend énormément de choses. Et voilà, c'est une des raisons aussi pour laquelle je pense que c'est un atout. Puis aussi au niveau de la clientèle, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué. On a une clientèle qui est vraiment, vraiment incroyable, qui nous a beaucoup aidés aussi et qui a été très empathique et tolérante, parce qu'à nos débuts, on a eu fait des erreurs et on a fait des événements où c'était un petit peu la gabegie, et c'était nos débuts. Et en fait, on a toujours eu des clients, des personnes qui nous ont soutenus tout au long, malgré le fait qu'on était à un certain moment pas forcément prêts. Et c'est des gens qui nous suivent toujours aujourd'hui, et on a toujours cette clientèle qui très bienveillante. Ouais, qui est presque une communauté au final qui s'est ralliée autour de votre concept. Exactement. Ouais. Je vais peut-être revenir sur les débuts dans 2 secondes, mais j'avais encore une dernière question sur ce côté durable. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, OK, il va falloir mettre de côté quelques convictions, sinon on va pas y arriver? Ou bien vous avez toujours une ligne directrice, en mode ce sera comme ça, tant pis si ça prend plus de temps, si c'est plus cher, etc., on stick to it? Non, on a dû. On a dû faire des concessions, mais on a toujours le même but sur le long terme. À la base, on voulait tout faire en même temps. On voulait faire le social, l'écologique, tout en même temps, vraiment. Et puis, on a remarqué que c'était pas aussi simple que ça. Nous, on vient pas du monde de la restauration. Donc déjà, ça, c'était un défi. Et du coup, on a vraiment dû faire petit à petit. Et il y a certaines choses qui n'ont pas marché, qu'on a dû mettre un petit peu de côté. Typiquement, c'était le style de management holocratique, vraiment horizontal, qu'on a vraiment essayé de mettre en place pendant plus de 6 mois. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait un problème structurel et on a dû revenir un petit peu en arrière. On pense toujours que c'est faisable, mais il faut trouver le bon équilibre. Il y a des concessions à faire. On a fait des concessions, mais on a toujours le même but en ligne de mire. Okay. Par rapport, typiquement, tomates concombre, l'hiver passé, on les a gardées parce qu'on venait d'ouvrir. C'était le Covid. On s'est dit, on va changer toute la recette. C'est trop risqué. On a arrêté toute notre vie pour faire ça. On va pas prendre trop de risques non plus. Ça va venir. On va être 100% local.
mais laissons-nous le temps et modérons les risques. Faire des petits pas aussi avant de vouloir faire le grand saut direct. Voilà. Ouais, exact. Et justement, sur les débuts, j'étais hyper curieuse. Comment on passe de la finance, de la compta, à d'un coup se dire j'ouvre un kebab. Comment ça se passe? Genre, vous êtes levé un matin, vous êtes dit c'est bon, c'est parti. On commence par quoi? Je pense que ça a pris du temps pour qu'on se lance. Justement, je pense que l'idée, elle a mûri pendant 6 ans. Et en fait, on se mettait énormément de barrières mentales. Et on se disait, bon, on vient pas du domaine de la restauration. Le kebab, à la base, c'est créé par des Turcs. Donc, on se mettait en fait des barrières qui n'existaient pas et on l'a remarqué après par la suite. On a réussi à trouver une recette qui était potable assez rapidement. Après, on l'a améliorée, etc. On s'est entouré des bonnes personnes. Donc, on n'est pas, certes, du monde de la restauration, mais on peut s'entourer des bonnes personnes pour faire quelque chose de qualitatif. On a aussi créé... c'est pas un kebab lambda, etc. Mais on a été aussi soutenu par beaucoup de kebabiers ou kebabistes tout au long de notre projet. Donc, c'est toutes des barrières, en fait, qu'on s'était mis dans la tête, mais qui n'existaient pas et qu'on a dû casser. Donc, ça a pris un peu de temps pour justement casser ces barrières et se lancer. C'était pas du jour au lendemain, on se lançait comme ça, ouais. Mais ça restait une approche assez pragmatique, dans le sens, je trouve pas... Selon moi, on n'a pas pris tant de risques que ça, étant donné que c'était le kebab, tout le monde connaissait déjà. Et ce kebab-là, c'était le plus connu. Si on tape sur Google meilleur kebab du monde, et c'était cette recette-là. Okay. Ouais. Et du coup, après Allemagne, Suisse, Berlin, Genève, les cultures se ressemblent un petit peu. On n'est pas hyper éloignés. Et après, c'est quand même bien différent. Il y a toujours un gros risque. Mais il y avait quand même un potentiel qui était assez avéré. Quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. On a fait nos études de marché. C'est ça. Il y a aussi ce concept-là qui commençait à s'importer. En Allemagne, à Munich, à Paris aussi, il y en a un qui a ouvert. Mais complètement en mode fast-food, pas avec l'aspect durable. Et du coup, c'est tout des éléments. Nous, on était dans nos études de commerce et on savait que c'était des éléments on suivait pas mal de tendances. Les feux étaient ouverts, voilà, exactement. Puis ensuite, il y avait la tendance durable qu'on voulait mettre en avant. On a fait une étude de marché. Ça confirmait aussi tout ce qu'on pensait. Donc, on s'est dit, ça devrait marcher. Et quand vous avez débuté, justement, avant d'ouvrir l'arcade, tu disais tout à l'heure, vous avez débuté avec des événements, c'est juste? Ouais, exactement. Okay. On a fait des événements. Moi, justement, avant, je faisais de l'événementiel associatif. Donc, on a commencé comme ça. On a mixé aussi des créateurs, de la musique, les concerts. Il y avait des friperies, il y avait plein de trucs au même endroit. Et le premier événement, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. On a mixé plein de trucs parce qu'on voulait que ça marche, on voulait créer. Et nous, on n'avait jamais fait d'événement. Et il y avait 350 personnes et 300 voulaient manger. On n'avait jamais fait plus de 20 kebabs dans notre vie. En même temps. Ouais. Et donc, à la base, on était 5. Ensuite, il y a notre famille qui est venue nous aider. On s'est retrouvés à 10 derrière. Et puis, c'était l'enfer. C'était un bel enfer. Et puis on a beaucoup appris sur le temps. C'est transformé en Death Shiva avec plein de bras. C'est ça. Et problèmes techniques et tout ça. On se fait des bons souvenirs. Maintenant, c'est des bons souvenirs, je pense. Sur le moment, c'est un peu... exactement. Après, on a pris énormément. C'était chouette. Les gens aimaient, puis il y avait une superbe ambiance. Il y en a qui ont attendu 1 heure, mais ils étaient quand même contents. Les plombs pétaient en plein milieu, alors qu'il y avait une queue. Enfin, même pas une queue, il y avait des gens qui venaient de partout. On n'avait même pas pensé à la queue, des choses basiques. Vous étiez encerclés. On était encerclés. Il y a la viande qui arrivait un peu à gauche, à droite. Il y a des amis qui sont venus nous aider, qui font encore partie du projet. Okay. Et qui sont venus ce jour-là pour nous aider, sans qu'on demande, mais ils ont bien vu qu'on était dans le besoin d'aide. Okay. Et vu que vous avez plein de temps maintenant, vous avez décidé de encore développer autre chose. Goodwill Hero, j'ai bien envie que vous m'en parliez un petit peu et me dire peut-être comment vous êtes passé de ce concept de Game is a Kebab à cette plateforme et cet écosystème. Ouais, alors en fait, ça vient d'une peine qu'on a eue. On a cherché une arcade pendant 1 an et demi et ça a été très compliqué. On est passé par tous les acteurs traditionnels genevois. Ça s'est pas très bien passé à chaque fois. Et en fait, on est entouré de pas mal d'entrepreneurs dans la restauration, dans d'autres domaines, et on a remarqué qu'on n'était pas les seuls. Il y avait toujours les mêmes feedbacks. Avec Romain, on s'est dit, mais en fait, faut casser ce modèle qui est un peu, selon nous, un peu archaïque et qui pourrait en fait être beaucoup plus bienveillant, transparent et dans l'intérêt autant du vendeur que de l'acheteur. Et l'idée est venue de là en fait, et c'était un peu ça la ligne directrice. Okay. Et maintenant, la plateforme concrètement, elle fonctionne comment? C'est quoi la vision derrière?
Alors, la plateforme, le but, c'est vraiment d'être transparent et bienveillant. Donc, on fournit vraiment toutes les informations. Et aussi, une chose qu'on a mis en place, c'est que le taux, c'est un taux forfaitaire. Donc, pour éviter la surenchère, c'est aussi quelque chose qu'on a rencontré avec Romain. En gros, à chaque fois, on nous disait il y a un groupe qui a mis 20 000 francs ou 30 000 francs de plus que vous. On n'avait aucun moyen de vérifier. Du coup, on était obligé à chaque fois de s'aligner. Ce qui augmente la commission, forcément de l'argent, ce qui augmente le prix pour l'acheteur. Et nous, on veut éviter ça. Et après, le but, c'est vraiment de casser les barrières à l'entrepreneuriat. Donc, il y aura tout un côté de conseil et d'expertise qu'on apporterait. Et plein d'autres services aussi qui seraient apportés, tels que notamment un incubateur dans la restauration. C'est un projet aussi qu'on veut mettre en place. Et pour ça, vous repartez les deux en croisade, quoi. Il n'y a pas d'autres parties prenantes. Vous êtes... Oui, ouais. Exactement. C'est là l'équipe qui gagne. C'est un peu, au final, j'y pense comme ça à chaud, mais le même modèle où, dans le sens où on a rajouté un peu des valeurs peut-être au kebab fast-food, et là, ce serait pareil, amener certaines valeurs pour pas avoir des problématiques, dans le sens où quand on collabore avec quelqu'un pour un truc aussi important, un projet de vie qui est d'acheter une arcade, d'investir 200, 300 000 francs pour une nouvelle arcade, on aimerait que ça se fasse de manière bienveillante et que la personne qui nous vend ce bien le fasse pas uniquement pour toucher la plus grosse commission, mais le fasse pour le bien aussi de la personne qui l'achète. C'est peut-être un peu une vision de bisounours, mais nous, c'est un peu utopique, voilà. Et on croit en des modèles comme ça pour l'avenir. Et puis, à voir si... Après, on a fait aussi des études de marché. Donc je vais te poser la question. C'est aussi... on voit, c'est aussi des tendances, des modèles qui fonctionnent. Donc, et puis, il y a clairement une problématique, ça c'est aussi qui s'est sorti de nos études des études de marché. Manque de transparence, du coup, et c'est aussi des grandes barrières en fait, pour les entrepreneurs qui, souvent dans la restauration, n'ont pas beaucoup de finances et aussi pas forcément les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Et nous, on veut leur donner en fait toutes les clés, toutes les informations nécessaires pour qu'ils prennent la bonne décision, parce que comme le disait Romain, c'est des décisions en fait, c'est des décisions de vie, quoi. Ouais, quand même assez lourdes de conséquences. Exactement. Donc l'idée, ce serait d'accompagner des porteurs de projets. Donc disons, si je viens vous voir, ce serait à différents types de maturité du projet. Donc, quand je commence ou... Enfin, quel stade vous vous situez? Ouais, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui viennent nous rencontrer alors qu'ils ont juste une idée. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi apporter notre expertise, nous, en tant qu'entrepreneurs, novices, on va dire, qui venons de débuter. Donc, on vient de rencontrer ces problématiques. C'est des choses qu'on connaît. On peut aussi, on a aidé des gens à créer leur prévision, leur business plan. Il y a tout plein de services qui peuvent... être offerts autour de ça, mais ça peut être aussi des gens qui ont déjà acheté et vendu des fonds de commerce, des gens des personnes qui sont un peu plus établies. Donc on a vraiment tout type de profil. Ok, donc l'idée c'est un peu de créer vraiment un écosystème et éviter que tout fonctionne en silo, mais que ce soit plutôt exactement, des synergies, pour n'utiliser que des buzzwords dans la même phrase. Ouais, exactement. Et tu parlais tout à l'heure d'entrepreneuriat de bisounours, je ne sais plus comment tu l'as dit, j'ai bien envie d'appeler ça entreprendre différemment. C'est quoi un petit peu la réception quand vous parlez de tout ça autour de vous? Alors pas des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais les réactions, c'est quoi? Ils sont plutôt... enthousiastes ou plutôt à vous dire c'est quoi cette idée, vous mettez des barrières? Non, alors presque à l'unanimité en tout cas, quand on a confronté le premier projet qui est le restaurant et ensuite le deuxième, les gens sont enthousiastes. Et ils y croient. Ouais. Parce que ça paraît logique en fait en 2021 que ça se passe. Qu'il y ait ce genre d'accompagnement et de communauté. Ouais. Il y a juste nos parents des fois qui sont... Ouais, bon, ça c'est notre histoire. Ça c'est le public challengeant, c'est obligatoire. La finance pour ouvrir un kebab, ça n'a pas fait l'unanimité. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais comment ça s'est passé? Vous avez fait un financement participatif. Oui. Concrètement, ça a été un gros succès, on le sait, mais ça s'est passé comment? Et ça, on a eu de la chance d'avoir un super partenariat avec SIG Impact. À Genève, on connaissait peu avant, voire pas du tout en fait. En fait, c'est une plateforme, pour la faire courte, qui met en avant des projets qui ont un aspect écologique ou même social maintenant. Sur le canton de Genève. Sur le canton de Genève, si tu as un projet qui a un aspect environnemental ou écologique,
ils viennent, ils t'offrent un soutien, tout ça gratuitement. Ils prennent pas de commission en fait sur les fonds récoltés. Ouais, ce qui est rare par rapport aux autres Ce qui est rare. plateformes. Nous, Ouais. on a étudié le crowdfunding. Moi, j'ai fait mon travail de bachelor là-dessus. Et c'était des 10%, des 8% sur les fonds récoltés. Plus, après, il faut payer des packages pour être vu. Enfin, plein de trucs différents qui revient à des 12-15% sur les fonds récoltés. Et donc là, ils nous ont aidés. Ils ont complètement adhéré au projet. Et c'était incroyable. Et c'est complètement grâce à eux qu'on a... Il y a aussi un soutien. Ils nous apportent des personnes qui nous aident dans la communication, dans le marketing. On avait aussi la chance de paraître sur leur newsletter. Je crois qu'on avait aussi la possibilité d'avoir une vidéo sur l'aimant bleu. Ouais, franchement, c'est... Le réseau aussi, ils mettent en contact justement tout leur réseau. Ouais. Ça, c'est incroyable ce qu'ils ont créé. Ouais. Pour revenir peut-être sur la plateforme et l'écosystème que vous êtes en train de construire, là, vous en êtes où? Et c'est quoi un petit peu les next steps, je sais pas, d'ici la fin de l'année, vu que le podcast paraît bientôt? Ouais, alors on a créé la plateforme en bêta test. Donc là, on est en train encore de faire des transactions tests pour vraiment voir tout le processus et voir où il pourrait y avoir des problèmes. On aimerait en avoir plusieurs pour voir vraiment toute la transaction, le processus de transaction. Et sinon, tout ce qui est les services annexes et aussi l'incubateur, qui va être un projet, on va dire, parallèle. Pour le moment, on a on recherche déjà un emplacement. On n'a pas encore commencé vraiment à créer l'incubateur, mais on essaie de le faire en fait en ayant plusieurs emplacements disponibles, mais pas de manière centralisée pour le moment, pour justement donner l'opportunité à des projets de pouvoir se lancer. Donc, on est à la recherche d'emplacements s'il y a des personnes qui ont des locaux, Appel à locaux de restauration disponibles avec du matériel déjà ou sans matériel. On n'est pas compliqué. On n'est pas compliqué à ce stade. Ok, hyper cool. Donc ça, dans un monde utopique, c'est prévu quoi pour l'année prochaine, idéalement, ou encore un petit peu plus loin? Ouais, alors idéalement l'année prochaine, on sait que c'est des projets qui prennent du temps. Ouais. C'est clair. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de date de départ. Là, typiquement, moi, j'ai 2 amis qui vont ouvrir un restaurant. Ouais, vous commencez et déjà. Et on les aide déjà. Et puis voilà. C'est juste dans la structure de l'espace, comme tu disais. Voilà, ça prend exactement. Un petit peu plus de temps. Ça arrive de prendre du temps parce qu'on a besoin d'un espace quand même qui est assez grand. Donc, idéalement, 1000 mètres carrés pour pouvoir faire vraiment un food court où on pourrait justement créer exactement ce qu'on a en tête. Ouais. Et il y a juste une question qui me vient par rapport peut-être à un potentiel challenge. Comment, les restaurateurs que vous allez accompagner, est-ce que le but c'est aussi de transmettre ces aspects de durabilité, ou bien vous les accompagnez selon leur concept, en disant que vous n'allez pas non plus les influencer Justement, ouais, ça c'est un détail qu'on a omis de mentionner. Mais c'est un incubateur de restauration durable. D'accord. Donc pas uniquement restauration rapide. Voilà, exactement. Okay. Donc pareil, parce que c'est le modèle en fait auquel on croit. On pense que c'est le modèle du futur. Donc c'est le modèle qu'on veut mettre en avant. Et c'est le modèle qu'on connaît surtout. Top. Le mot de la fin, si vous aviez pu vous donner un conseil quand vous êtes lancé dans votre parcours entrepreneurial, quel serait-il? Alors moi, je pense que c'est justement cette question de barrières. Souvent, on se crée des barrières mentales. Et en fait, il faut vraiment se pousser et aller à l'encontre de toutes ces barrières qu'on se crée en fait et qui n'existent pas. Nous, on a vu, on ne vient pas du domaine de la restauration et finalement, on a pu créer un projet dans la restauration. Pas mal de gens nous disaient « Non, mais vous n'avez pas l'expérience, etc. » Mais tout est possible. J'ajouterais peut-être de le faire vraiment. Le moteur primordial devrait être le sens, selon moi. Et l'argent soit au même titre pour la sécurité, et pour vivre, tout ça, ou soit en dessous. Ouais, que ce soit un moyen... Parce que pour ne pas qu'on regrette, en fait. Et de manière lean aussi, ça c'est une autre chose intéressant. Que nous on a toujours fait en fait dans chacun de nos projets. C'est vraiment de le faire sans trop de risques au départ, autant au niveau des investissements, etc. et d'essayer de lancer son projet le plus rapidement possible. Ce qu'on a fait avec les événements, ce qu'on a fait aussi avec les livraisons assez tôt dans le projet de Game is the Kebab. Et là, on fait la même chose avec la plateforme, donc c'est pour ça qu'on est encore en bêta test avant d'investir beaucoup d'argent et de temps. Et même si c'est pas du tout parfait, comme on faisait au début avec le restaurant. Pas attendre c'est un peu le concept, tout ce qui est agilité, etc., de MVP et de itérer, puis de voir un petit peu comment ça se passe. Hyper cool, merci. Du coup, si on veut découvrir vos différents concepts et suivre vos aventures, où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on est un peu partout. On est sur Instagram avec le kebab, donc c'est Allesgout
Gemüse Kebab. Alles gut en un mot, _, Gemüse Kebab. Sur Facebook, je crois que c'est Alles gut, enfin séparé, Alles gut Gemüse Kebab. On a aussi un site internet, donc www.gemüsekebab.ch. Pour la plateforme d'échange de fonds de commerce, c'est Goodwill Hero, donc GOODWILL.com. Et on est aussi sur Instagram, donc avec le même nom. Et pour venir manger au quai Ernest Ansermet numéro 2, exactement, à côté du Nimaï, à plein palais. Super cool. Voilà. Puis on fait des livraisons aussi à vélo. Effectivement. Merci beaucoup. Trop cool. Merci à toi. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.